Sur la 5G, vous savez que l'Europe veut absolument développer la 5G, ainsi que les États-Unis, la Chine, et que personnellement j'avais posé une question écrite pour dire pourquoi pas la 5G, mais encore faut-il qu'il y ait une étude d'impact, et notamment une étude d'impact sanitaire et environnemental. La réponse de la Commission, ça a été de dire une étude d'impact n'est pas jugée nécessaire. J'ai rencontré la DG là-dessus et il y a de plus en plus de personnes qui demandent une étude d'impact. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? Eh bien, on a une étude scientifique sur les insectes qui montre qu'il y a un pouvoir d'absorption de la 5G de façon importante. On a des informations comme quoi il va falloir multiplier d'un facteur 1000 à 10 000 le nombre d'antennes. On a un rapport très intéressant que je vous ai amené qui montre que la 5G va être pénalisée par les arbres, et notamment les feuillus, qui vont absorber les faisceaux que représente la 5G. Donc vous voyez que dans le cadre du réchauffement climatique, où il faut végétaliser les villes, s'il faut supprimer les arbres, parce que vous voyez, ça va couper les faisceaux d'un facteur de 82%. Hein. Donc, à partir du moment où ils sont feuillus, quand c'est l'hiver encore ça passe, mais quand c'est pas l'hiver ça passe pas. En plus, il y a des très hautes puissances utilisées pour assurer la pénétration des rayonnements. La forte absorption de la 5G par la surface des organismes comme les insectes, les oiseaux et les arbres, et les niveaux de pulsation extraordinairement élevés qui rendent les champs électromagnétiques non thermiques plus actifs biologiquement. Donc c'est en fonction de tous ces éléments qu'on a demandé donc à la Commission de faire une étude d'impact. Et j'ai voulu absolument, pour conforter ces arguments, inviter alors des scientifiques comme Martin Paul, qui est professeur honoraire de biochimie et de sciences médicales fondamentales à l'université de l'État de Washington. Merci, Monsieur Paul, d'être présent. Il vous dira quelles ont été ses recherches à ce niveau-là. Marc Arasi, qui est médecin, président de PhoneGate Alert, qui dénonce la surexposition aux ondes de nos téléphones mobiles. Et Mauricio Martucci, qui est ici, qui est journaliste, auteur et porte-parole de l'Alliance Stop 5G italienne et même fondateur de l'Alliance Stop 5G européenne. Puisque vous savez qu'il y a des villes, je me suis rendue moi à Genève, où ils ont demandé un moratoire sur la 5G. Vous avez la ville de Bruxelles qui a demandé un moratoire sur la 5G. Vous avez une vingtaine de villes en Italie, mais ils vont nous expliquer où vous avez des moratoires sur la 5G, parce que les gens attendent des études sanitaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre que les industriels décident d'une technologie s'il n'y a pas d'évaluation sanitaire. Donc voilà, je vais passer là, et je suis avec mon collègue Monsieur Buchner, qui est député européen comme moi, et professeur de physique, et fait partie des scientifiques et médecins signataires de la pétition européenne 5G Appel, qui appelle à un moratoire du développement de la 5G. Donc je vais lui passer la parole pour 3 minutes, et il va nous expliquer quels sont ses arguments. Merci. Merci beaucoup. Very warm welcome to all of you. I want to just supplement a little. Our conference today is on health problems, but I want just make a very short remarks that health problems are not the only problems with 5G. One is surveillance. You know, one commercial application will be that your fridge knows what things go in and what things go out, and a typical application is that you get a message on your mobile. On Fridays you like to eat fish you usually do, you have none in your fridge, please look at Aldi, there is a special offer for €5.99. That's a typical application. One which is less funny is, well, I saw it when my wife bought a new TV set. The TV set had a camera in it. So you ask, what does a camera in a TV set?
face recognition is now very well developed. So people know who is watching TV. I must say this TV, commercial TV, was prepared already for sending messages back, not only for receiving. So they know who is watching TV, but more, there's now a new development for emotion recognition. And then you know for which scene in the film the spectators have which emotion. And that is some very, very valuable information, not only for advertisement, which there you can do personalized advertisement, but it's for influencing people. And you remember the scandal with Cambridge Analytica. I'm responsible in the parliament for export of surveillance technology. We have had more than 100 election campaigns in the world influenced by Cambridge Analytica. And by 5G they get much more detailed information. That means democracy in our common sense as we have it now will no longer be possible with 5G. And that's something which affects me very much. So I repeat, our democracy as we have it now is no longer possible when 5G is applied to everything. Second point is the impact on the environment. We will have more than 20,000 additional satellites for 5G. More than 20,000. And that is definitely an impact on our environment. We will have 200 billion additional transmitters, small transmitters. And later, in a couple of years, it's planned to have more than 1 trillion. So it's impact not only on our health, but also on our environment. And the good news is that we have alternatives. If we go to even higher frequencies, infrared for example, then we can transmit more information faster. That means after some time we have to go there because the capacity, the physical capacity of the today's 5G is limited. We have to go to higher frequencies later. But if we do it now, we have the possibility of broader frequency bands, more information which can be transmitted quicker. That's the one advantage. The second advantage is if we avoid certain things which are trivial, for example, a 10 Hertz pulsation on this, and then to our knowledge now, we have no health effects. And that's a fantastic idea. You will hear what 5G does on health, and we can avoid it. So that's the fantastic view I want to finish with. Thank you. Très bien. Je vais passer la parole à Martin Paul qui va nous indiquer un peu quels sont les impacts potentiels sur la santé. Thank you for being here. We are at a crossroads that is extraordinarily important. Some of the things I will say will sound totally ridiculous. I apologize for that, but that's what the science says. We unfortunately have limited time. We know that electromagnetic fields, EMFs, of various frequencies, all the way from millimeter waves involved in 5G through microwaves and intermediate frequencies and extremely low frequencies from our power wiring all the way down to static electrical fields and static magnetic fields, all work on the same target in the cells of our bodies. That target, those targets are voltage-gated calcium channels, which I abbreviate VGCCs, which are in the membrane that surrounds our cells. And when they open up, you get excessive calcium running into the cell. And most of the effects are produced by that excessive calcium. We know those effects, that the damaging effects go mostly through excessive calcium signaling and a pathway of action involving peroxynitrite and oxidative stress, free radicals, oxidative stress and inflammation. Those two pathways are the predominant pathways that produce effects right now on our bodies
from the EMFs that we are exposed to. Many of these effects are already very, very far along in our societies. Those include reproductive effects, they include neurological, neuropsychiatric effects on the human brain, they include effects on attacks on the DNA of our cells, they include life-threatening cardiac effects, they include hormonal effects, they include apoptosis, programmed cell death, and several others. And each of these have been extensively documented as already being occurring at very substantial levels on our bodies from the exposures we already have, completely apart from 5G. Many of these effects, but not all of them, are cumulative. That is, they get worse and worse with time as exposed to a particular level and type of exposure. Therefore, they become much more serious, and as they become more serious, they become apparently irreversible. Okay, now another issue which is very important here is the issue of pulsation. And there are two kinds of pulses that we're very concerned about, and they also work via this VGCC activation mechanism. Those are modulating pulses that are modulating an underlying frequency, and also pure pulses that go up and down. Both of these have been shown to produce high-level effects that the safety guidelines claim cannot be there. The safety guidelines are completely bogus, and I think that is an underlying issue here. Now, pulsation is extraordinarily important with 5G. 5G is designed to be extraordinarily highly pulsed, and therefore communicate extraordinary amounts of information per unit time. And so the combination of the extraordinary pulsations with 5G, the extraordinary numbers of antennae that are planned for us in close proximity to essentially every building on Earth, and the difficulty then of avoiding these exposures are critical. The other thing which is critical is that the industry claims that the millimeter wave frequencies will only impact the outer 1 millimeter or so of our body. We know that's false from old studies on millimeter wave non-pulsed studies, which show you can get effects very deeply in the body from these. So we have a combination of extremely high impacts on the outer parts of the body and very substantial impacts because of the extraordinary pulsation from 5G, each of which predict that we will have massive effects on our bodies. And I have to say the recent demonstrations in Switzerland suggest that this thing is already going on. Thank you. Merci de cette intervention. Je me félicite de la présence de notre vice-président qui est là et qui prendra la parole à la fin, mais je vais demander à Monsieur Arazi de nous expliquer un peu ce PhoneGate Alert. Bonjour. Tout d'abord, merci de votre invitation à parler ici devant le Parlement européen. La question, quand on parle du développement de la 5G, il y a un mot qui doit être lié à ça, c'est est-ce qu'on peut faire confiance aux industriels de la téléphonie mobile. Et maintenant, avec les éléments dont on dispose, à cette question-là, notre réponse, c'est non. En simplifié, nous avons aujourd'hui les preuves que nous avons tous été surexposés aux ondes de nos téléphones portables, bien au-delà des limites réglementaires, bien au-delà des limites à ne pas dépasser pour la santé, et au final, cela concerne pratiquement tous les industriels, cela concerne tout le monde, les 5 milliards d'utilisateurs sur la planète, et ce scandale porte un nom, ça s'appelle le PhoneGate, et en puissance, il sera 10 fois le scandale du Dieselgate. Comment nous nous appuyons, vous allez dire, Dr Arazi, qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Eh bien, Dr Arazi, il a, avec l'association Alert PhoneGate, obtenu des centaines de rapports de tests de téléphones portables après une bataille juridique qui est toujours continue avec l'Agence nationale des fréquences, qui avait gardé secret ces documents. Et non seulement nous sommes dans cette bataille-là,
mais qui a fait cette démonstration. Mais parallèlement, il y a quelques jours, le Chicago Tribune, au travers d'un article qui a été fait par le journaliste américain Sam Rowe, prix Pulitzer, a sorti tout un travail d'investigation qui s'est fait en collaboration sur les 2 dernières années avec nous et qui fait un véritable tsunami aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, où nous en sommes concrètement, nous avons lancé les premières actions pénales en France, les premières actions collectives. Alors là, en l'occurrence, contre les constructeurs de Xiaomi et HMD Global Oil, qui sont les constructeurs de Nokia. Et parallèlement, en l'espace d'1 mois, puisque l'article était il y a 1 mois aux États-Unis, nous avons déjà plusieurs actions collectives lancées, class action aux États-Unis et au Canada, contre Apple et Samsung. Bon. Je profite de notre présence ici au Parlement européen pour dire que aujourd'hui en France, nous avons obtenu le retrait ou la mise à jour de 17 modèles différents de téléphones portables. Et que, bien évidemment, ce qui est important maintenant, c'est que ça se passe aussi à l'échelon européen, parce que ce que nous faisons en France devrait automatiquement, dans le cadre de la directive 2014-53/UE, se faire au niveau de l'ensemble des pays européens, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, nous en avons parlé avec les députés européens ici présents, pour que nous intervenions sur ces sujets. Alors, pour finir, je voudrais dire à quel point, donc, depuis le lancement de ce scandale, il est important maintenant que les utilisateurs de téléphones portables, parce que nous utilisons ces téléphones portables du matin au soir, au contact du corps, nous savons maintenant que nous avons été surexposés, il est temps qu'on explique aux gens, voilà, vous allez faire comme monsieur qui vient d'enlever son téléphone portable de sa poche, parce que, comme pour la voiture il y a quelques années, quand on rentrait dans la voiture, on ne mettait pas sa ceinture, on n'attachait pas les enfants, eh bien, on va vivre une révolution d'usage qui va nous nécessiter une obligation de modifier notre addiction, parce que nous sommes plutôt tous addicts, mais il va falloir qu'on le change. Et c'est ce que nous allons commencer dès aujourd'hui. Merci. Merci, Marc. Maintenant, la parole à notre journaliste italien qui va nous expliquer un peu quelle est la situation en Italie et pourquoi avoir lancé ce moratoire européen. Thank you. Io parto il mio discorso dall'elettrosensibilità. Abbiamo sentito parlare adesso degli effetti biologici potenzialmente nocivi delle radiofrequenze. Ebbene, una malattia è proprio quella dell'elettroipersensibilità. Oui, tu vas traduire, hein? On va avoir une traduction. Okay. Je suis désolée. Mais s'il y en a qui savent traduire en italien. Alors, l'électrosensibilité, c'est une pathologie et il y a beaucoup de maladies qui sont assimilées à ce phénomène. Nonostante i negazionisti che cercano appunto di negare questo tipo di patologia, già nel 1981 la NASA aveva accettato la malattia da radiofrequenza, ovviamente rispetto al personale militare che lavorava in prossimità dei radar. Alors, malgré le fait qu'il y a des gens qui nient donc, cette maladie, déjà la NASA, en 1981, a accepté que les militaires qui étaient exposés à la fréquence radio, et ils étaient malades, ils avaient plusieurs maladies liées à ça. Nel 2004 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, attraverso un convegno a Praga, riuscì a definire l'elettroipersensibilità come un fenomeno in cui gli individui avvertono effetti avversi sulla salute in prossimità di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, i cui sintomi sono assolutamente reali. Sempre secondo l'OMS esistono al mondo circa una percentuale dal 2 al 3% di malati di elettrosensibilità, secondo altre stime addirittura un picco fino al 10% della popolazione è elettrosensibile. Alors en 2009, il y avait, donc en 2004 à Prague, il y avait l'Organisation mondiale de la santé qui a défini l'électrosensibilité comme un phénomène dans lequel l'individu démontre plusieurs effets donc nocifs à la santé quand il est proche de champs électriques, de champs magnétiques ou électromagnétiques. Et ces symptômes sont réels. Donc ça c'est une cotation de
de la définition de l'OMS. Après, en fait, selon toujours l'OMS, 2 ou 3% des maladies dans le monde sont attribuées donc, à l'électrosensibilité. Il y a d'autres qui estiment que ce chiffre est à 10%. Proprio il Parlamento europeo, nella risoluzione del 2 aprile del 2009 sulla preoccupazione della salute connessa all'esposizione dei campi elettromagnetici, all'articolo 28 invitava tutti gli Stati membri a seguire l'esempio della Svezia e a considerare come disabili le persone affette da elettroipersensibilità, garantendo loro adeguata promozione e pari opportunità, ovvero sia diritti civili. Ce Parlement européen, en 2009, dans une résolution de 2 avril 2009, alors il mettait, la recommandation que aussi dans tous les États membres, donc c'est l'article 28 de cette résolution, où le Parlement invite tous les États membres de suivre l'exemple de Suisse et considérer les personnes électrosensibles comme les personnes invalides et en fait garantir à eux toute la protection et toutes les opportunités pour les protéger. L'Assemblea del Consiglio dell'Europa, con la risoluzione del numero 1815 del 2011, sottolinea la necessità di porre particolare attenzione alle persone affette da elettrosensibilità, in modo tale da inserire misure speciali per proteggerle con la creazione di aree free electrosmog, ovvero sia aree non irradiate da campi elettromagnetici. Et l'Assemblée du Conseil de l'Europe, dans sa résolution 1815, qui date de 2011, alors souligne la nécessité de porter l'attention particulière aux personnes qui sont électrosensibles. Et en fait, propose d'introduire des mesures spéciales pour protéger ces personnes, par exemple de créer les zones où il n'y a pas la couverture de Wi-Fi, donc les zones libres ou les zones blanches. Voilà. Proprio per descrivere questo fenomeno, io lo scorso anno ho pubblicato questo libro, un libro d'inchiesta dove racconto storie sommerse, vite nascoste di persone che fuggono in tutto l'Occidente dalle città, dalle modernità, perché sono elettrosensibili, persone che si rifugiano nella foresta, nel bosco, vivono in macchina, vivono in caravan, non possono stare al contatto della vita quotidiana, persone che hanno grossi problemi nel campo lavorativo, bambini che non possono andare a scuola proprio perché la scuola è irradiata dal Wi-Fi. Tutto questo nonostante la classificazione internazionale delle malattie, il cosiddetto IC10, dell'OMS include tra le patologie proprio l'esposizione ai campi elettromagnetici, sia a bassa frequenza che alta frequenza. Alors justement pour décrire ce phénomène en profondeur d'électrosensibilité, j'ai écrit ce livre où je décris en fait les cas de plusieurs personnes qui en fait partent de l'île, ils se réfugient dans les forêts ou ils vivent dans les caravanes, ils ont des gros problèmes au travail parce que en fait ils n'arrivent pas à être dans des zones où c'est irradié par Wi-Fi, et où les enfants aussi, il y a aussi des histoires des enfants qui n'arrivent pas à suivre l'école parce que l'école est aussi irradiée, et tout cela c'est malgré le fait que donc toujours l'OMS a défini donc cette maladie comme une maladie classifiée internationalement, et donc en 2016 il inclut déjà dans son catalogue de maladies l'exposition au champ électromagnétique à la fréquence basse ou à la fréquence radio. Eppure come possa finire questa storia purtroppo già lo sappiamo, ci sono dei casi limiti che io voglio ricordare in questa sede istituzionale così rappresentativa come il Parlamento europeo. Voglio ricordare Jenny Fry, una ragazzina di 15 anni che in Inghilterra nel 2015 preferì togliersi la vita piuttosto che continuare a sopportare l'irradiazione del Wi-Fi nella propria scuola. Voglio ricordare Michel Neild, 36 anni, elettrosensibile, laureato ad Oxford, anche lui suicida nel 2012 per non continuare più a soffrire elettrosensibilità, preferì togliersi la vita. La stessa cosa fece Angela Gen nel 2012 in Spagna, così come il pastore in Baviera, ovviamente in Germania, Kauster Haubeli, che si tolse la vita nel 2013, anche lui elettrosensibile.
Una delle ultime vittime, Sonia Puentes, spagnola, 47enne, mamma di un bambino, anche lei ha deciso di farla finita piuttosto che continuare a subire l'elettrosensibilità. Questo perché, nonostante ci siano delle evidenze medico-scientifiche, la politica ha grosse difficoltà a livello istituzionale a riconoscere questi cittadini e soprattutto questa malattia. Alors à la fin, on voudrait faire hommage aux personnes qu'on a énumérées ici, Jenny Frey, Michael Ned, Angela Jen et Kauster Auden et Sonia Puentes, qui sont les personnes qui viennent de pays européens qui se sont suicidées. La première, Jenny, elle avait 15 ans, et puis il y a d'autres qui se sont suicidés parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter l'exposition au Wi-Fi. Et tout cela, c'est parce que même si en fait la maladie elle est reconnue, la réglementation manque et ils ne sont pas protégés, ces personnes. Ebbene, proprio dagli elettrosensibili è nato lo zoccolo duro di riuscire ad incidere a livello politico. Gli elettrosensibili insieme ai malati di sensibilità chimica multipla, di fibromialgia, sono lo zoccolo duro che hanno costituito l'alleanza italiana Stop 5G. Questo perché nessuno a noi ci ha chiesto, nessuno ha chiesto ai cittadini se volevamo accettare il 5G, e noi come cittadini non abbiamo espresso un consenso informato ad accettare questa nuova tecnologia. Alors on s'est mobilisé contre le 5G parce qu'en fait personne nous a demandé aux citoyens en Italie si on voulait ce 5G ou pas. On nous a imposé, et donc du coup de là vient cette mobilisation. Chiudo il mio intervento dicendo che abbiamo costituito l'alleanza italiana Stop 5G, 40 comuni già si sono attivati, il prossimo 7 ottobre al Parlamento italiano si voterà per fermare il 5G in Italia, successivamente l'alleanza europea Stop 5G, 40 associazioni di 19 diverse nazioni. Noi chiediamo al Parlamento europeo una moratoria internazionale in attesa di esiti certi e di studi che garantiscano la sicurezza di questa nuova tecnologia. Grazie. Alors en Italie, on a 40 communes qui ont fait le moratoire. Le 7 octobre prochain, il y a une réunion au Parlement italien et on va demander le moratoire national. Il y a aussi l'Alliance européenne et nous, on demande le moratoire international de 5G, qu'on attende des études plus poussées. Très bien. Merci pour cette conclusion. Philippe Lambert est arrivé. Une conclusion en 1 minute. Ouais. Je suis ingénieur de formation, je ne suis pas économiste, je ne suis pas non plus biologiste ou médecin. Et donc parce que je suis ingénieur, je sais que la technologie peut être utile, elle peut être aussi dangereuse. Et donc je ne suis ni techno-béat, ni techno-sceptique. Je pense qu'en toute chose, il faut analyser les coûts et les bénéfices. Et je constate qu'aujourd'hui, l'engouement de la 5G, j'ai participé à quelques débats en campagne électorale là-dessus, c'est il faut qu'on soit leader là-dessus. Et je pose la question, pourquoi faire? À quoi sert la 5G? Et quand je pose la question, on est bien normal de me répondre. On me dit la voiture autonome. Je dis oui, la voiture autonome, mais pourquoi faire? Parce qu'on peut alors se déplacer sans devoir conduire. Sur quoi je réponds, figurez-vous que ça existe déjà. Ça s'appelle le bus, ça s'appelle le tram, ça s'appelle le train, ça s'appelle même l'avion. Et que donc je ne comprends pas l'argument. Et quand ça ne convainc pas, c'est oui, mais comme ça on pourra mettre des capteurs partout et tout contrôler. Je dis, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est déjà dans une société où on est très contrôlé et où beaucoup de choses sont surveillées? On est déjà dans un capitalisme de surveillance, dans une société de la surveillance. Est-ce qu'il y a des raisons objectives, des bénéfices sociétaux qu'on peut attendre du développement de ce genre de choses? Bref, l'omelette, pour laquelle on veut casser des œufs, on ne comprend pas très bien quelle est sa nature. Et justement, peut-être que pour faire cette omelette, il faut casser des œufs. Et là aussi, on ne comprend pas, puisqu'en effet, les évidences scientifiques dont nous disposons déjà sur le bain d'ondes dans lequel nous sommes déjà aujourd'hui, sur son impact sur la santé, l'évidence scientifique, elle n'est pas suffisamment établie, on voudrait en rajouter encore une louche. Et donc j'ai envie de dire, il est urgent d'attendre, il est urgent d'abord de faire le point sur quelle omelette on veut faire et quels œufs on veut casser avant d'entreprendre de casser les œufs, parce que comme vous le savez, quand les œufs sont cassés, on ne sait pas les remettre ensemble. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais et je dois absolument y aller. Très bien. Maintenant que vous avez entendu l'introduction de chacun, si vous avez des questions à poser, Monsieur Verbeau, allez-y.
Oui, bonjour, Pascal Bergeau, France Télévisions. Une question peut-être déjà sur l'attitude de la Commission européenne. On fait beaucoup d'impact sur beaucoup de sujets très divers. Pour quelles raisons la Commission européenne refuse-t-elle une étude d'impact? Et puis une question, mais il vient de partir à Philippe Lambert, il aurait pu nous parler de la Belgique, où il y a un grand débat effectivement à Bruxelles. On n'est pas tout à fait dans un moratoire, c'est pas tout à fait clair, mais il y a un grand débat sur l'augmentation effectivement des normes. On sait que la Commission européenne pousse la Belgique finalement à accélérer ses préparatifs en matière de 5G. Je voulais savoir si vous avez des informations à ce sujet. Merci. Alors à la première question, pourquoi la Commission refuse de faire une étude d'impact? Ça a été une des questions qu'on lui a posées. Alors elle s'en réfère à l'ICNIRP. L'ICNIRP, vous savez, c'est le Centre international de protection contre les rayonnements non ionisants. Or, l'ICNIRP est critiqué par toutes les ONG dans la mesure où les experts qui font partie de l'ICNIRP sont les experts des industriels. Et c'était eux, vous savez, qui avaient été établies les premières recommandations. Donc on n'a aucune confiance au niveau de l'ICNIRP. Et puis après, ils ont dit, oui, mais il y a le SCENIR, qu'on appelle le CHER maintenant, qui est un ensemble de scientifiques qui conseillent la Commission européenne. Et là, ce qui est surprenant, c'est que même le SCENIR avait dit, dans les projets des risques émergents, il faut absolument faire des études sur la 5G. Et donc, là, la Commission est prise en défaut parce qu'elle veut investir 700 millions d'euros pour le déploiement de la 5G, et lorsque la Commission investit de l'argent, il faut qu'elle fasse une étude d'impact. Et donc là, il y a même STOA qui sont venus nous voir pour dire, insister là-dessus parce qu'on ne peut pas accepter le positionnement de la Commission tel quel. Donc, il y a une vraiment nécessité de faire une étude d'impact sanitaire et environnementale, et les peu qu'on a, vous voyez, qui datent de 2017-2018, montrent que ça a des effets, par exemple, au niveau des insectes, qu'au niveau des arbres, là, je vous renvoie à l'étude qui a été commandée par le ministère de la Culture et du Digital du gouvernement britannique, et elle passe en revue les effets de la présence de façades d'immeubles, de mobilier urbain, d'arbres, de la pluie sur la diminution de la propagation du signal d'onde supérieur à 6 GHz. Et on est tout à fait dans la gamme des fréquences de la 5G. Et leurs conclusions, elles disent, les pertes par la végétation sont nettement plus importantes là où il y a une forte densité de feuillage, avec une teneur en eau importante. Dans le cas où le feuillage est faible ou inexistant, les branches présentes dans la végétation par laquelle le signal se propage entraîneraient une atténuation sélective de la fréquence. Et la perte est systématiquement de 90% sur toute la gamme de fréquences. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la fois, on dit qu'il faut végétaliser les villes, et à la fois, le surplus d'antennes et l'atténuation de la végétation font qu'on va supprimer tous les arbres. Et ce qui est fou, c'est qu'ils disent, alors vous regarderez dans le rapport, le National Infrastructure Commission a estimé qu'environ 40 000 points d'accès 5G pourraient être nécessaires pour desservir la ville de Londres avec une superficie de 2,9 km², alors qu'un nombre similaire de points d'accès desservent aujourd'hui l'ensemble du Royaume-Uni avec une superficie de 242 000 km². Donc vous voyez, mais il faudrait renforcer le nombre d'antennes de façon incroyable au niveau d'une ville de Londres, qui serait équivalent à l'ensemble des antennes qu'il y a au niveau du pays dans son monde entier. Donc, pourquoi tout ça? C'est pas dans une étude d'impact qui explique après aux parlementaires qu'est-ce qu'on fait et qui donne des informations au niveau des villes pour dire est-ce qu'on va dans le déploiement de la 5G. Donc là, vous avez une manipulation incroyable des opérateurs pour dire voyez, l'avenir, c'est la vitesse, quoi. Hein, la vitesse et l'autonomie et la surveillance, comme indique mon collègue. Donc, on n'est pas d'accord. Et sur la Belgique, enfin, moi, l'élément de réponse que je peux vous donner, rappelez-vous, la Belgique avait dit, au début, au niveau de la téléphonie mobile 3G, 4G, pas plus de 3 volts par mètre. Et puis, il y a eu la 4G. Et la 4G ne passait pas à 3 volts par mètre. Donc, on a obligé la Belgique à passer à 6 volts par mètre.
Et maintenant, avec la 5G, il va falloir doubler. Et pour l'instant, ça bloque là-dessus. Alors, c'est pas vraiment un moratoire, mais si on veut passer la 5G, il va falloir augmenter, vous voyez, les normes actuelles de la ville de Bruxelles. Yes. Just a short remark. One of the directors in the for the Commissioner of Health here in the European Commission said it would be too much to apply the precautionary principle to radiation, especially to mobiles. I think this is very remarkable because the precautionary principle is enshrined in the basic treaties of the Union. And these people say, okay, everywhere else, but not here. Thank you. C'était qui le commissaire là? Excusez-moi, mais je voudrais savoir aussi le commissaire qui va donc répondre de cette problématique maintenant. Please, I'm sorry. micro, please. Who was the commissioner, please, that said that, and who is going to be the one that is really going to have to answer to your appeals? The Commissioner for Health is Andrew Kaitis, and the name of the director, well, I have to Pour la 5G, donc ça va être le... Alors, ce que je peux vous dire, c'est Sylvie Goulard va être responsable de la digitalisation du marché intérieur. Et elle revendique le fait qu'elle veut augmenter la 5G. Bonjour Sylvie Goulard. Et le deuxième, effectivement, c'est le commissaire sur la santé. Donc, c'est le successeur d'Andriukaitis qui s'appelle Kyriakides et qui va être auditionné cet après-midi, en fin d'après-midi. Bonjour, Benoît Feit, journaliste à la RTBF. J'entends bien qu'il y a des études d'incidence démontrées sur les insectes. Qu'en est-il exactement sur la santé des êtres humains jusqu'à présent? Qu'est-ce qui a été prouvé jusqu'à présent? Monsieur Martin-Paul, you want to answer? We have none. That's the problem. We have no studies of genuine 5G radiation with all of its pulsations, even in animals. What about 4G? 4G, we don't have any either. The whole problem is that we've been putting out all these technologies without doing one single biological safety test based on safety guidelines, and the safety guidelines are completely false. The safety guidelines do not predict biological effects and therefore do not predict safety. So this whole thing is truly, absolutely extraordinary. Well, aren't any scientists studying the impact on the human health so far? But there must be somewhere. Yes, there are many studies that have been done after these things have been put out. And for example, there are 17 studies that have been done on people living near cell phone towers. Every single one of them show effects on people living typically within about 300 meters of the cell phone tower. And so you would think that we would see some press coverage on these, but you see nothing. You would think you would see some concern expressed because something like 40% of our people live within 300 meters of the cell phone tower. By the way, those are called base stations in Europe, I guess, yeah. But we see none. The same thing is true with Wi-Fi. We have 22 studies on genuine Wi-Fi radiation. Every single one of them show effects. And yet we have millions of Wi-Fi systems all over the place. Let me just say one other thing. The insurance companies will not cover for liability insurance for EMF effects, except possibly at extremely high costs with coverage that can be stopped the next year if there's an unfavorable court decision. So you cannot get insurance that's useful in this area, period. Je voudrais préciser un point très important. Il faut bien dissocier deux choses quand on parle des effets sanitaires des ondes. Vous avez les effets thermiques et les effets non thermiques. Or, toute notre réglementation européenne et internationale est basée sur les effets thermiques.
Et là-dessus, je reprends les propres mots de notre Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale, l'ANSES, les effets sanitaires sont connus et avérés. Donc si vous voulez, par rapport à cette question-là, et vu de l'angle du téléphone portable, dont je parlais tout à l'heure, nous savons aujourd'hui qu'il y a une problématique, puisque la réglementation, le professeur Martin Paz disait, est totalement défaillante, et non seulement nous en avons maintenant les preuves. Voilà. Donc sur cet aspect-là, sur l'aspect lié aux effets non thermiques, vous savez qu'il y a une classification de l'OMS qui a montré que nous avons aujourd'hui un effet cancérogène possible. Donc nous sommes classés en 2B, mais je veux que vous entendiez, parce que cette information n'a absolument pas été relayée, que dans le Lancet Oncologie, on ne parle pas d'un journal, alors c'est un journal de référence, 28 scientifiques internationaux ont demandé la réévaluation en priorité élevée auprès du CIRC de la cancérogénécité des ondes de la téléphonie mobile. Et là, on parle bien des effets non thermiques. Donc, si vous voulez, on a un effet de ciseau, je dirais un triple effet de ciseau, c'est-à-dire la découverte d'une surexposition massive, la reconnaissance du fait que nous allons devoir gérer cette problématique des effets thermiques, et en même temps que nous allons devoir enfin peut-être prendre en compte les effets non thermiques. Merci. Sur Gasca News Italie. Je voudrais savoir quelque chose en plus sur le CIRC que vous avez dit, c'est le AIAC, c'est le même qui a donné l'avis sur la cancérogénité du glyphosate. Oui. Et quand est-ce qu'il y aura cette évaluation? Et la deuxième question, donc on parle bien en fait des effets non thermiques au niveau de cancérogénicité. C'est de ça qu'on parle, cancérogénicité à tout niveau. Tout à fait. De toute façon, vous avez la possibilité d'aller rechercher la référence dans le Lancet Oncologie, je crois, d'avril 2019, donc c'est extrêmement récent. Et de la même façon... Comment le nom, pardon? Lancet Oncologie, de Lancet Oncologie. Je veux dire, pour rajouter un élément supplémentaire, suite à notre action d'alerte internationale, le gouvernement français, par la voie de la Direction générale de la santé et de la Direction de la prévention des risques, et sous l'impulsion quand même de l'ANSES qui en juillet 2016 a fait un rapport très très important qui est passé tout à fait inaperçu, a fait une demande express, les résultats devraient être connus au mois d'octobre, d'ici quelques jours, d'un rapport pour comprendre quels sont les effets, les conséquences justement de cette surexposition aux ondes de nos téléphones portables. Donc, ce rapport a été demandé il y a à peu près 2 ans, il devait sortir fin 2017, vous voyez, on l'attend normalement dans les prochains jours, mais un peu comme l'Arlésienne, on attendra d'être sûr, mais enfin, on nous l'a annoncé pour la fin du mois d'octobre. Oui, alors, oui. Yes, I just want to say, cancer is one issue. In my judgment, it's down about number 6 or 7 on my list of concerns. I'm much more concerned about the reproductive effects, about the effects on our brains, the effects on our hormone systems, the effects of the life-threatening cardiac effects, and there are a large number of others. So we have to be concerned about many things that we know are going on. Je vais donner la parole à une expérience là en Suisse, une demande particulière. Bonjour, je m'appelle Kokota et je suis dans l'organisation Frequencia qui était toute nouvelle, qui était fondée à Pentecôte. Et on a fait une manifestation, peut-être que vous avez entendu parler le week-end passé à Berne. Et notre information elle était relayée partout dans le monde, dans des centaines de journaux et des centaines de télé. Et en fait, on a 2 demandes parce qu'il faut apporter des solutions. C'est en fait, on est contre l'irradiation forcée, on est pour la liberté de choix. Et en fait, si on arrête maintenant, donc on sépare le in and out, ça veut dire que les antennes qui sont à l'extérieur, ils n'ont plus besoin d'avoir la même puissance pour atteindre en fait à l'intérieur d'une salle ou d'une chambre. Donc notre demande, ce qu'on va commencer à travailler aussi avec l'industrie, c'est vraiment de demander individuellement. Moi, je choisis en tant que citoyenne d'être irradiée un petit peu, peut-être dans une chambre,
mais comme ça va être beaucoup plus faible que si c'est l'antenne extérieure, et en fait il y aurait des petits émetteurs, parce que des solutions, il y en a des tonnes qui existent, il y a des petits émetteurs que nous pouvons mettre dans chaque chambre où en fait on est d'accord d'être irradié, et ces petits émetteurs ils vont pas chez le voisin en fait. Donc voilà, c'est la liberté de choix et non contre des radiations forcées, et c'est absolument possible, et je pense si tous les pays, on va commencer à travailler dans ce sens-là, on va réussir, et en fait les industries, c'est magnifique pour eux aussi, c'est aussi une super solution, parce que pour finir, personne ne veut vraiment souffrir de cette manière, ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, comme tu as lancé le débat, il y a un chercheur qui va se présenter, qui va peut-être nous apporter certaines solutions. Alors, Swat Topsui, professeur à l'Université de Paris. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit découpler 5G et ondes radio. La 5G, en fait, l'idée n'est pas ici de savoir si on en a vraiment besoin ou pas, mais en tout cas, il y a toute une industrie qui est en train de se créer autour Internet des objets, etc. Donc, il y a une industrie qui est en train de se mettre en place autour de la 5G, qui demande plus de connectivité et surtout à plus d'endroits. Et le fait d'associer cette 5G forcément à une surexposition d'ondes radio. Pourquoi? Parce que nous, à l'université et en France, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur une nouvelle solution, c'est-à-dire ne plus rester dans la bande radio, mais après, dans la bande optique, utiliser la lumière. Et ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a commencé à développer des solutions qui consistent à utiliser le réseau d'éclairage des bâtiments pour justement connecter les téléphones et les objets connectés. Et différents objets. Donc, ce qui est important, en fait, c'est quelle est la densité moyenne, la densité de puissance moyenne radio à laquelle on est soumis dans un endroit donné, et quel est le temps d'exposition complet. Donc, il y a beaucoup de choses dans les laboratoires de recherche qui sont faites. C'est peut-être ces technologies qu'il faut essayer de promouvoir, en plus de limiter l'exposition aux ondes, pour ne pas non plus freiner toute cette industrie européenne qui est en train de se mettre en place. Je suis d'accord. Cette technologie s'appelle la technologie LiFi. Oui, alors c'est le LiFi, vous savez. Mais vous voyez que nous, notre positionnement, c'est de dire on ne veut pas ce développement tant qu'il n'y a pas des études. Parce que vous imaginez s'il y a un développement incroyable et effréné de la 5G, ça va passer à travers tous les bâtiments. Et donc on va augmenter la puissance et on va augmenter les antennes. Et nous, on a quand même des vigies, c'est les électro-hypersensibles. Plus vous allez exposer les gens, plus vous allez avoir apparition des électro-hypersensibles. Et à l'heure actuelle, en France, il y en a des milliers d'électro-hypersensibles. Moi-même, je m'en occupe pour trouver une zone blanche. Mais si vous saviez le courrier que je reçois, où les gens, et c'est ce que disait mon collègue italien, sont en train de errer avec des camions dans les forêts, interpeller les préfets pour trouver des endroits où ils peuvent survivre. Donc on ne va pas développer une société comme ça. Donc on demande des comptes à l'industriel. Et regardez quand même le scandale de Wi-Fi. Quand vous êtes dans votre appartement, que vous êtes câblé et que vous recevez le Wi-Fi de tous les gens qui habitent à côté de chez vous, est-ce que ça, c'est pas une pollution subie? Ben ça, on n'en veut pas de ces solutions. Et c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait des chercheurs qui disent on a les moyens de faire différemment. Et que si on veut être pollué, eh ben on le choisit. Alors que là, on ne choisit pas, on est en subie. Oui, j'aimerais poser une question par rapport au LiFi, justement, en m'adressant à la personne derrière, mais pour le micro, je vais devoir parler devant. Mais dans la mesure où M. Pal a indiqué que finalement une grande partie de la nocivité des rayonnements des radiofréquences venait de la pulsation et des modulations, je m'interroge par rapport au LiFi, que si on utilise des fréquences porteuses, même si elles sont à partie lumineuse du spectre électromagnétique, dans la mesure où pour faire passer le signal, on va utiliser également des modulations et des pulsations, je suppose, est-ce que finalement on ne va pas reproduire dans la partie optique du spectre électromagnétique la même problématique que ce que nous subissons à l'heure actuelle avec les radiofréquences? There may be a problem, but I'm sure it's much less than what we're looking at. I think the main concern has to do with epileptic responses to pulsations in light, and that can be a problem. Probably infrared would be better, and there are people working on using infrared as a conduit. So, but basically, we also need to go to wired systems rather than wireless where we can.
And those are much better on all aspects. Monsieur Büchner, et après on s'arrête, et j'en profite pour remercier les interprètes. Very briefly, what you are mentioning is especially the 10 cycles per second pulse of Li-Fi, which is the same as Wi-Fi. And this can be avoided. It is just in the special protocol. But for example, the infrared system, which you are mentioning, of the firm Signify, daughter of Philips, does not use it. So it is possible to avoid it, and then to our knowledge now it's safe. Thank you. Alors je suis obligée d'arrêter. Merci d'avoir pris votre temps au niveau des interprètes. C'est un sujet qui vous concerne aussi, parce que vous êtes piratés dans vos cabines. Voilà, merci. Et puis je vous donne rendez-vous au workshop qui a lieu sur la 5G justement, à 15h, salle à 5E1. Donc vous pourrez continuer cette discussion avec nos spécialistes et merci d'avoir témoigné. For your run